Tu as peut-être déjà un bien, 2 biens, voire 3 biens locatifs. En tout cas, tu arrives à un moment donné dans ton parcours d'investisseur immobilier où tu te retrouves bloqué. Bloqué principalement par les banques et bloqué pour ton financement. La banque te dit non, ton taux d'endettement est au max, et pourtant tu sais que tu peux faire plus, mais tu as comme l'impression d'être dans une impasse. Dans cette vidéo, je vais te partager les 3 leviers que les investisseurs immobiliers qui passent de 2 à 10 biens utilisent pour pouvoir se sortir de cette situation. C'est pas de la théorie, c'est ce qui marche, c'est ce que j'ai utilisé personnellement, et c'est malheureusement ce dont trop peu de personnes parlent sur les contenus diffusés sur les réseaux. Le problème quand tu commences à avoir plusieurs biens locatifs, c'est que ton profil se dégrade aux yeux des banques parce que chaque crédit que tu as, c'est un risque supplémentaire sur ta tête, c'est un risque qui pèse sur ta personne et c'est quelque chose qui pèse sur ton taux d'endettement également. Chaque bien que tu détiens, il est tracé quelque part, n'importe quel banquier peut le retrouver, et à un moment donné, la banque va te dire « Désolé, on ne peut plus vous suivre parce qu'il y a trop de risques sur votre tête ». Donc t'as beau avoir des biens rentables, t'as beau avoir des locataires qui sont là depuis longtemps, qui payent les loyers comptants, t'as beau avoir du cash flow positif, sur le papier, c'est bien, mais pour la banque, tu es trop endetté, parce que la banque va partir du principe que à tout moment, du jour au lendemain, tu peux ne plus avoir de loyer, et tu vas devoir par conséquent rembourser le crédit de ta poche avec tes seuls revenus. C'est frustrant parce que tu as l'impression que c'est sans danger ce que tu fais, tes investissements tournent, mais le système bancaire ne le voit pas du même œil que toi. Et c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre. Il y a vraiment un système bancaire particulier qui est un peu caché aux yeux de tous. Depuis le rationnement du crédit en 2022 par le HCSF, le Conseil à la stabilité financière, il est de plus en plus difficile d'investir. Avant, on procédait au calcul différentiel, c'est-à-dire que quand vous preniez par exemple vos revenus à, je dis n'importe quoi, 9 000 euros par mois, vous preniez environ 35% de taux d'endettement, on va dire 3 000 euros, et bah, au lieu de faire ça, d'abord vous soustrayez vos charges. Donc vous soustrayez, admettons, 1 000 euros de loyer, il vous restait 8 000, et là-dessus vous calculiez vos 33-35% d'endettement. Maintenant c'est l'inverse, on fait d'abord le calcul des 35% et ensuite on déduit toutes les charges annexes. Et je vous laisse faire le calcul par vous-même, vous verrez que vous avez beaucoup moins de capacité d'endettement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est bloqué et qu'on ne peut plus dupliquer les investissements comme avant, parce que même si on fait des bons investissements à cash flow positif, notre taux d'endettement grimpe jusqu'à plafonner. Alors qu'avant, au contraire, si on avait du cash flow positif, on réduisait notre taux d'endettement, c'est comme ça qu'on fait dupliquer les opérations. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Est-ce qu'on abandonne en se disant j'attends d'avoir remboursé une grosse partie de mon crédit? Est-ce qu'on attend 10 ans pour se relancer? Bien évidemment que non. Donc, on va utiliser principalement 3 leviers que je vais te décrire. Certains leviers qui font mal, certains qui sont un peu méconnus, mais des leviers en tout cas qui ont fait leurs preuves. Le premier levier, tout simplement, c'est l'arbitrage. L'arbitrage, c'est quoi? C'est simplement revendre un actif, donc en l'occurrence revendre un bien immobilier, pour pouvoir investir le produit de la vente dans un autre bien, donc racheter un autre bien avec un meilleur rendement, une meilleure rentabilité, un bien en tout cas plus qualitatif. Pourquoi on ferait ça? Première raison, admettons que ton bien a pris de la valeur, mais ton rendement locatif s'est dégradé. Tu as acheté un appartement à 100 000 euros il y a 7 ans, et aujourd'hui il en vaut 150 000. Ok, c'est super. Sauf que en parallèle, ton loyer n'a pas augmenté comme tu voulais. Il n'a pas augmenté en tout cas proportionnellement à la prise de valeur de ton bien. Et ton rendement qui était à 8% il y a 7 ans, peut-être qu'aujourd'hui il est à 5 ou 6. Et surtout, tu as 160 000 euros de valeur immobilisée dans ce bien. Tu as du cash qui dort, et c'est du cash que tu pourrais récupérer et utiliser sur d'autres opérations plus qualitatives. Donc, si tu vends, tu récupères ta plus-value, tu soldes ton crédit, et tu te retrouves peut-être avec, admettons, 80 000 euros en cash. Avec ces 80 000 euros, tu peux les utiliser comme levier pour pouvoir lever 300, 400 000 euros sur de nouveaux crédits. Donc tu passes d'un bien moyen à, admettons, un immeuble de rapport avec 3-4 biens de qualité supérieure. Deuxième raison, ton bien te bloque. Euh, Peut-être que ce bien, tu l'as eu avec un taux élevé, il y a un crédit avec des mensualités élevées qui plombe ton taux, même si tu as les loyers qui sont là en face pour rembourser le crédit. Peut-être qu'il est dans une zone aussi qui se valorise plus aussi bien, et peut-être que, je sais pas, ça te prend une énergie de dingue en gestion. Si c'était ton premier, tu t'y es pas pris de la bonne façon, tu l'as pas optimisé au maximum.
Donc vendre ce bien, finalement, ça va être te libérer, ça va être débloquer ta capacité d'emprunt, ça va être repartir sur des bases plus saines pour pouvoir aller chercher un meilleur rendement, une meilleure rentabilité ailleurs. Donc il faut voir l'arbitrage non pas comme un échec, il ne faut pas se dire je vends parce que j'ai pas su bien m'y prendre. Au contraire, c'est une stratégie qui est parfois nécessaire. Et les investisseurs qui passent de 2 à 10 biens, eh ben, ils vendent régulièrement et ils ne gardent pas leurs biens à vie. Généralement, on revend au bout de 7 à 10 ans. Il faut bien faire attention à la valorisation du bien, au rendement sur le cash immobilier, c'est-à-dire est-ce que ça vaut toujours la peine de laisser le cash qu'on a mis dans le projet ou est-ce que c'est mieux de l'utiliser ailleurs et, euh, et voilà, donc c'est une optimisation permanente finalement que d'arbitrer ses biens en immobilier. Deuxième levier, et ça c'est l'un des leviers, l'un des 3 leviers les plus importants, le plus important, c'est la restructuration patrimoniale. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est plus subtil que l'arbitrage parce que c'est pas forcément vendre pour racheter, c'est vendre pour optimiser son profil emprunteur et pour avoir des meilleures conditions de négociation et des meilleures conditions d'emprunt et pour redevenir finançable. Plusieurs techniques concrètes. Première technique, bon, bah, c'est la gestion de compte. Ça paraît assez simple, mais ton banquier, quand il regarde ton dossier, il va regarder tes relevés de compte, et ça, c'est ton CV. C'est ton CV bancaire, ton CV financier, ton CV d'investisseur immobilier. Si tu as des découvertes, si tu as des dépenses bizarres, des prélèvements de paris en ligne, des abonnements à la con, Netflix ou je ne sais quoi, des trucs qui ne sont pas forcément utiles et qui montrent que tu es quelqu'un de plutôt dépensier, ton scoring va devenir pourri. Il faut savoir que la banque te note sur plusieurs critères. Il n'y a pas que ça, hein. Il y a ton âge, tes revenus, si tu es sportif, si tu es fumeur, si tu es marié, etc. Euh, donc, il faut vraiment que tu aies des comptes propres et nettoyés. Avant de demander un crédit, tu dois avoir au moins 3 mois de compte vraiment nickel. Pas de découvert, une épargne régulière, tu mets des lignes où tu mets épargne et ça part vers n'importe quoi, je m'en fiche, une assurance vie, un PEA, peu importe, mais en tout cas, il faut que tu montres que tu épargnes et que tu aies un reste à vivre confortable. Voilà. Pourtant, énormément de personnes négligent cette optimisation du profil, cette optimisation des comptes, et ça peut faire pourtant une grande différence quand vous présentez un dossier à la banque. Euh, Deuxième astuce, c'est se débarrasser des boulets. Qu'est-ce que j'entends par là? Peut-être que dans ton patrimoine, tu as un bien qui est un très mauvais investissement, qui ne dégage pas de cash flow, ou même mieux, tu as un bien que tu as investi au départ en te basant sur une stratégie qui ne te correspondait pas forcément et qui ne correspond pas forcément à l'ambition d'acquérir plusieurs biens, peut-être même plusieurs dizaines de biens. Il y a l'exemple du LMNP. Moi, j'ai également fait l'erreur, entre guillemets, et j'ai été poussé à faire un arbitrage à un moment donné parce que les biens que tu as en nom propre, c'est OK, mais tu vas être soumis aux conditions du HCSF. Tandis que quand tu passes en société, tu vas pouvoir davantage contourner ces règles des 35% d'endettement et tu vas avoir un conseiller bancaire qui va avoir un regard beaucoup plus professionnel sur tes investissements et ça te permet de faire les choses de manière beaucoup plus sécuritaire, notamment avec une SCI familiale que les banques adorent, dont les banques raffolent. Donc autrement, comme je disais, tu peux avoir un bien avec un cash flow négatif aussi, dans lequel tu es obligé de mettre un effort d'épargne tous les mois, et ça, c'est absolument pas ce qu'on veut. Quand on veut pouvoir continuer les opérations, il faut qu'on puisse montrer qu'on sait ce qu'on fait, qu'on maîtrise notre sujet. Donc, si tu as un bien en nom propre qui génère un cash flow négatif, bah, c'est pas la même chose que si tu as un bien en société qui génère un cash flow négatif, mais qui en parallèle est pondéré par un autre bien qui a un bon rendement et les deux s'équilibrent. Euh, la banque va se dire, cette personne-là ne sait absolument pas gérer une opération, comment je peux lui faire confiance pour scaler jusqu'à 5, 8, 10 biens et peut-être plus. Troisième levier, et pas des moindres, et l'un des mieux gardés, c'est la traçabilité bancaire. Vous êtes fiché, ça vous le savez probablement, pas que bancairement parlant, vous êtes vraiment fiché à tous les étages. Bon, en tout cas, pour parler de ce sujet-là précisément, là on rentre dans des techniques plus avancées, mais quand vous avez des biens en société, la banque le voit. La banque voit aussi qu'il y a la gérance, les informations sont publiques, donc il va falloir user de stratégies plus ou moins avancées pour pouvoir masquer tout ça. C'est une stratégie que moi j'enseigne aux gens que j'accompagne. Euh, il faut en fait disparaître des radars pour, euh, pour pouvoir montrer qu'on est le plus clean possible et montrer qu'on n'est pas forcément quelqu'un qui veut se professionnaliser dans le métier d'investisseur locatif. Euh, Aux yeux des banques, ça peut faire peur. En réalité, c'est juste qu'on veut faire des investissements en tant que bon père de famille, d'investissements avec une vision patrimoniale, long terme, etc. Tous les termes finalement qui rassurent la banque
et qui vont lui dire ok, on peut se prêter à cette personne parce que c'est pas quelqu'un qui va aller all-in sur une opération et qui va faire des opérations avec un gros rendement qui est plus risqué que les opérations avec un rendement minimisé mais qui a une rentabilité plus élevée et une opération plus sécurisée. Il y a plusieurs techniques pour ça. Il y a la technique de justement donner la gérance à quelqu'un d'autre. La technique également de se verser un salaire régulier si par exemple on est auto-entrepreneur. Ça permet justement de montrer qu'on est quelqu'un de solvable, de montrer qu'on a des revenus stables, qu'on a une situation stable. Et ça permet justement de montrer qu'on n'est pas gérant de société et qu'on est vraiment là pour prendre part un peu à différentes actions, un peu comme on le ferait en bourse par exemple, mais montrer en tout cas qu'on est quelqu'un à qui on peut prêter sans crainte. Sur tes relevés de compte perso, si la banque voit que tu as un salaire régulier, elle va le percevoir un peu comme un CDI. D'où aussi l'ancienneté et d'où la préparation du profil emprunteur, mais d'où l'ancienneté nécessaire dans les relevés de compte à montrer, d'où le fait qu'il faut au moins avoir 3 mois de compte vraiment propre. Voilà, bon, après, il existe énormément de techniques à ce niveau-là, mais on ne va pas entrer trop dans le détail. Là, l'idée, c'est surtout de vous donner des bases pour pouvoir faire croître votre patrimoine immobilier si jamais vous êtes bloqué. Il y a aussi le rachat de crédit, c'est-à-dire que vous faites racheter vos crédits, ça permet de lisser un peu le tout avec une durée plus longue, des mensualités un peu plus basses, et ça permet de diminuer finalement votre taux d'endettement. C'est pas une option qui est pertinente pour tout le monde, mais c'est une option qui, en tout cas, qui s'étudie. Troisième pilier maintenant, changer de banque. Vous le savez, quand vous faites plusieurs investissements, généralement, si vous faites les choses bien, vous allez toujours plafonner dans une banque parce que il va y avoir trop de risques sur votre tête. Donc peut-être qu'aux alentours de 800 000, 1 million 2, peut-être que la banque va vous dire, écoutez, ok, vous avez prouvé que vous savez investir de façon sécuritaire, vous n'avez jamais fait de défaut de paiement, de remboursement de crédit, mais là, on est désolé, il y a trop sur votre tête. Dans ce cas-là, tu vas aller voir une autre banque. D'une part, parce que ta banque initiale ne peut plus te prêter, mais d'autre part, parce que chaque banque a ses propres règles, ses propres critères, et surtout ses propres organismes de caution. Si ta banque actuelle te dit non, ça ne veut certainement pas dire que toutes les banques te diront non, au contraire. Donc, premier point, les organismes de caution, c'est quoi? Ce sont les organismes prêteurs. Il y en a plusieurs dépendant des banques, donc il y a Crédit et Logement, la CAMCA, la CMH, la SACEF, etc. Chaque banque travaille avec un ou plusieurs de ces organismes qui forment une espèce de groupe. Donc si vous avez par exemple vos premiers crédits qui dépendent d'un organisme de caution d'une certaine banque, si vous allez voir une autre banque, ça va être un autre organisme de caution qui n'aura pas les infos sur votre endettement et qui finalement dira, en fait, verra un profil clean comme si vous repartiez de zéro. Donc si tu as été refusé par Crédit Logement via ta banque actuelle par exemple, une autre banque qui utilise la CAMCA, elle va pouvoir accepter ton financement sur une base saine parce qu'elle n'aura pas forcément les mêmes infos sur toi. C'est pour ça qu'il faut démarcher plusieurs banques quand vous faites des investissements. Il faut parfois y aller pas à pas, parfois de manière plus concentrée, aller voir plein de banques d'un coup. C'est une stratégie qui se prépare en amont en tout cas. Mais en tout cas, il ne faut pas simplement aller voir votre banque et vous arrêter à un premier refus. Ce serait complètement stupide, ce serait passer à côté de beaucoup d'opportunités. Deuxième point très important, essayez au maximum de demander l'hypothèque. L'hypothèque, c'est quoi? C'est qu'au lieu de participer à un organisme de caution, vous allez hypothéquer votre bien. Donc en fait, la banque va s'assurer sur la valorisation de votre bien. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de traçabilité pour les organismes de caution, pas de fichier centralisé qui recense tous les crédits, donc il n'y a que votre banque qui sera au courant de ça, ce qui vous permettra d'aller voir une autre banque, peut-être même la même banque, mais dans une autre région, et comme c'est une hypothèque, elle n'aura pas de visibilité sur ce que vous possédez déjà. Donc c'est plutôt un bon outil, essayez de le demander au maximum. Faites aussi, demandez des avis de valeur lorsque vous montez un dossier bancaire. Ça permet d'appuyer que votre bien, ou il vaudra plus en tout cas que le prix auquel vous l'avez acheté, plus les travaux. Et ça c'est rassurant parce que finalement, s'il y a un défaut de paiement, si la banque doit se rembourser, elle sait qu'elle pourra très bien remettre votre bien qu'elle a en hypothèque pour pouvoir solder le crédit et se rembourser elle. Ensuite, dernier point qu'on peut citer, c'est les banques en ligne. Alors, c'est un point à part, mais bon, forcément, les banques en ligne, c'est pas aussi centralisé que les banques nationales ou les banques régionales. Maintenant, c'est des démarches un peu plus longues, un peu plus pénibles. Moi, personnellement, j'aime pas passer par là.
En plus, quand vous avez du mal à cacher cette traçabilité et que vous allez voir des banques traditionnelles derrière, elles vont pas forcément avoir un bon regard sur le fait que vous soyez client sur des banques en ligne. Voilà. Donc le point clé, en tout cas, à retenir dans ce troisième point, c'est ne pas rester forcément fidèle à votre banque principale, à votre banque qui vous a toujours dit oui, qui finalement vous dit non. N'hésitez pas à aller voir ailleurs. Faites jouer la concurrence. Alors, pour y avoir un quatrième point qui est le courtier, mais le courtier, je vais un peu le débunker, pour moi, c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que le courtier va balancer, justement, on parlait de traçabilité, le courtier va balancer un peu euh, tout votre parcours, tous vos documents, tout votre financement, enfin, il va tout balancer aux banques. Vous n'allez pas avoir le contrôle ni la main mise dessus. Et finalement, s'il fait mal les choses, bah, vous allez vous retrouver avec votre dossier présent dans plein de banques qui vous ont dit non. Vous allez être tracé. Si vous voulez retourner dans une autre banque, et bah, vous allez devoir attendre un certain temps ou leur faire des demandes pour effacer toutes les données qu'ils ont sur vous. C'est une perte de temps colossale. Donc les courtiers, vraiment, c'est en dernier, ultime recours. Si vous êtes à 3 jours et que vous avez tout testé et que rien n'a fonctionné, allez voir un courtier, mais sinon, n'y allez pas. Donc, on répète, les 3 leviers pour passer de 2 à 10, voire plus de biens immobiliers. Premier levier, l'arbitrage. Vous arbitrez, vous revendez un bien pour vous positionner sur un meilleur actif. Deuxième levier, la restructuration et la préparation de votre profil emprunteur. Vous optimisez tout et vous améliorez votre scoring bancaire pour être sûr d'obtenir un financement. Et troisième levier, eh bien, changez de banque, ne vous fiez pas uniquement à votre banque principale. Allez voir toutes les banques, allez voir toutes les conditions, faites jouer la concurrence, étudiez toutes les possibilités avant de vous lancer et demandez une hypothèque au possible parce que ça vous aidera grandement pour pouvoir être financé dans plusieurs organismes et être multibancarisé, ce qui est l'objectif de tout investisseur qui veut faire croître son patrimoine à un niveau élevé. Alors en tout cas, si cette vidéo t'a un peu redonné confiance, si ça t'a un peu ouvert les yeux sur tout ce qui était possible de mettre en place pour avancer, et si cette vidéo t'a fait te dire que le blocage financier, c'est aussi un blocage mental, parce qu'il existe énormément de solutions et qu'il faut les mettre en pratique, il faut les appliquer, il faut se discipliner à les faire, je t'invite à rejoindre en tout cas mon canal WhatsApp qui se trouve en description. Je partage comme ça du contenu, des stratégies avancées, très poussées, pas de blabla, vraiment du concret, du chiffré, de l'expérience personnelle. Donc, si jamais aussi tu connais quelqu'un qui reste bloqué, qui pense qu'il ne pourra jamais continuer à investir, continue à aller voir sa banque qui lui dit non, qui s'arrête au bout de 2-3 banques. Moi, ça m'a pris, pour mon premier investissement, ça m'a pris 7 banques et 7 banques et 2 courtiers, je crois. Voilà, pour ma première opération. Donc si je m'étais arrêté là, si je m'étais dit, bon, il n'y a aucune banque qui me finance, finalement, je ne me serais jamais fait financer, j'aurais jamais démarré, j'aurais jamais construit le patrimoine que j'ai actuellement. Voilà. En tout cas, on se rejoint sur le canal WhatsApp, je te souhaite de passer une très bonne journée et on se dit à la prochaine.